Au Mali, la CEDEAO appelle à arrêter les manifestations pour continuer le dialogue. Parlerons aussi de la Côte d'Ivoire où l'opposition sera dans les rues jeudi contre la candidature de Ouattara. Et puis les États-Unis, Donald Trump a été évacué par ses gardes du corps en pleine conférence de presse. Voilà les sujets que nous abordons avec notre invité, maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir, maître. Bonsoir, Samuel Niaoui. Le Mali, pour commencer, l'envoyé spécial des États de l'organisation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, appelle le mouvement qui conteste le pouvoir au Mali à arrêter les manifestations pour continuer le dialogue et éviter le vandalisme. Il avait lancé l'appel à quelques heures de la manifestation d'hier. J'invite les organisateurs de cette manifestation à faire preuve de retenue. On le voit, Maître Sosa, l'appel de Goodluck Jonathan n'a pas été suivi puisque l'appel à manifestation a eu lieu, mais la CEDEAO est dans le même registre. On se rappelle le cas du Togo où il y avait même eu un accord entre les partis pour que les manifestations s'arrêtent, mais finalement il a été dit que c'était une grosse erreur. Oui, mais malheureusement, la CEDEAO est à court de ressources. Elle n'arrive pas à trouver la bonne formulation pour opérer une médiation effective et efficiente entre un pouvoir rejeté par une population et les acteurs politiques du pays dans lequel sa médiation est sollicitée pour, en fait, organiser le cadre de dialogue dans un climat apaisé. C'est toujours le problème, c'est que, si vous voulez, la CEDEAO n'a pas encore réussi à asseoir une crédibilité réelle auprès des populations. Elle n'a de reconnaissance que par les institutions et, en général, les représentants même de la CEDEAO sont très souvent d'anciens chefs d'État ou de futurs ministres ou de futurs chefs d'État. Donc, en fin de compte, ils viennent parler à des gens qui les perçoivent comme étant d'adversaires potentiels. Donc, c'est la raison pour laquelle elle ne trouve pas les ressources suffisantes pour, en fait, se concilier les faveurs de l'opinion contre le régime qu'il faut absolument aller sauver. La CEDEAO gagnerait à aussi trouver, par des formules qui sont toujours disponibles et possibles, je dis, il faut toujours que nous fassions, nous autres Africains, preuve d'imagination. Rien n'empêche que la CEDEAO ait des cellules qui associent les membres de la société civile africaine, qui sont peut-être un peu plus susceptibles de recueillir l'adhésion dans ce qu'ils disent de la population et de ses représentants quand il y a ce genre de crise. Mais quand on envoie à chaque fois un ancien chef d'État ou un ministre d'un pays quelconque, des membres ressortissants, ils parlent un langage qui ne fait pas mouche. Le problème aussi, parfois, c'est que les populations des pays où il y a des crises ont l'impression, on attend de la CEDEAO des choses impossibles. Non, elles attendent de la CEDEAO peut-être un peu plus d'autorité. Elles attendent de la CEDEAO qu'elle ait une voix ascendante, qui puisse dire son fait au pouvoir qui est à chaque fois prise à défaut de respect de quelques principes. Là, ici, c'est des atteintes qui sont portées à l'équilibre des institutions, qui sont décriées et qui ont été cause que la crise a démarré à partir du 5 juin. Qu'est-ce qu'on reproche au président malien, principalement? Des entorses à la Constitution, des décisions qui ont été prises et qui, en quelque sorte, sont attentatoires à l'équilibre des pouvoirs et à la paix sociale. C'est ça principalement ce qu'on lui reproche. Pas qu'il est incompétent. Maintenant, on vient rajouter à cela le fait qu'il n'arrive pas à juguler la crise sécuritaire avec les djihadistes dans le Nord. Mais souvenez-vous quand même que on a voté pour ce monsieur à près de 70%. Il y a à peine 2 ans. Il est en plein milieu d'un mandat et on est en train de le conchir en disant non, il faut qu'il parte. S'il part, celui qui sera là sera plus garanti de durer parce que il va avoir des recettes miracles. C'est là l'équilibre. Il faut toujours, entre les deux, essayer de voir quel est le moindre mal.
mon avis personnel est de trouver les moyens d'un consensus pour le maintenir dans sa position, mais disons, trouver un aggiornamento politique pour qu'il y ait une prise en compte de toutes les forces vives de la nation et qu'on les associe à une gouvernance qui sera alternative. Alternative, pas une alternance. Une gouvernance alternative au pouvoir absolu d'un parti politique qui a gagné des élections. Voilà ce que je pense pour être la meilleure formule en ce moment de crise, parce que la population, en fait, en son ensemble, ne demande pas le départ d'Ibeka. C'est quelques activistes politiques animés d'intentions qui sont ou trop claires ou trop floues, qui sont en train de pousser dans ce sens-là. Les boutefeux, c'est Mahmoud Dicko et certains de ses émules. Mais c'est pas toute la population malienne. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit aussi. Oui. Quand on dit la rue, elle n'a pas toujours raison et il faut pas nécessairement plier à ses oukases. Ça aussi, ça fait partie de l'art de gouverner. Sauf que quand on regarde dans le fond, la CEDEAO a proposé des solutions aujourd'hui que le pouvoir d'Ibeka a commencé par appliquer. Notamment, il y a eu hier la recomposition de la Cour constitutionnelle. Les 9 nouveaux juges ont pris fonction. En attendant que ces juges se prononcent sur les résultats du dernier scrutin législatif. Exactement. Du côté du pouvoir, on sent une volonté d'aller à l'apaisement, mais l'opposition s'arc-boute. Voilà tout le problème. L'opposition s'arc-boute. Alors, c'est quoi? C'est pousse-toi de là que je m'y mette, ou bien c'est nous avons des solutions à proposer et nous aimerions qu'on les entende et qu'on les mette en application. Et justement, là, on n'entend aucune solution. Voilà. Le dégagisme. Voilà. Non, à partir de ce moment-là, non, on est dans un dialogue de sourd total. Partir au nom de quoi? Parce que toi, tu le veux. J'ai été élu, j'ai une certaine légitimité et je dois la défendre. Je suis le garant de l'équilibre des institutions et je dois défendre la Constitution. Alors vous venez me dire, parce que je ne vous plais pas, il faut que je dégage pour que vous vous mettiez à ma place. Au nom de quoi vous le ferez? Et au nom de quoi devrais-je céder à cette injonction-là? C'est bien là la question. C'est pour ça qu'on a crise. Mais il faut que quelqu'un arrive à dire fermement non. Ça ne passera pas, mais en règle générale, ce n'est pas le procédé ni dans les moyens de la CEDEAO. Ouais. Le problème aussi, la CEDEAO est obligée de trouver une solution, puisque la crise lui a été refilée, et donc, comme le disait Goodluck Jonathan, toute la communauté internationale sait qu'il y a difficulté au Mali. Nous tentons d'aider le Mali à les résoudre. Cher ami, est-ce qu'elle a réussi au Togo? Est-ce qu'elle a réussi en Guinée-Bissau? Est-ce qu'elle a réussi en Guinée lors des dernières crises que nous avons connues dans ces pays-là? La réussite est diversement appréciée. C'est assez subjectif aussi. Non. Le critère réussite, c'est d'avoir mis fin à la crise. C'est ça le critère réussite. Justement, obligation de résultat, obligation de moyens. La crise au Togo, la crise en Guinée, Bissau, c'est terminé. Ah, vous croyez cela? En tout cas, il n'y a pas de mouvement. Non, mais attendez. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement, c'est pas parce qu'il n'y a pas des contestations violentes dans la rue que la crise est terminée. Non. On a vu de quoi la solution de la CEDEAO a accouché lorsqu'il s'agissait de parler de la crise togolaise. On l'a vu. La médiation, elle a eu lieu, mais en fin de compte, elle était platonique. Parce qu'elle n'a donné sur le terrain aucun résultat palpable, effectif. On a réussi à taire, disons, les passions. On a réussi à les mettre sous éteignoir, mais en réalité, elles sont toujours en train de couver. Oui. Ça n'a pas empêché ce que voulait l'opposition, c'est-à-dire la non-reconduction ou la non-possibilité pour le président Faure Gnassingbé de se représenter, de briguer un 3e ou 4e mandat. Donc, vous parlez d'une solution retrouvée? Si c'est accepter le statu quo, qui est la solution? Non. C'est peut-être les oppositions de ces pays qui posent mal le problème. Parce que chaque fois que vous le posez dans le sens de le président ne doit pas ci ou ne doit pas ça, bon, la CEDEAO a une ligne rouge. Bon, très bien, voilà, c'est ça, exactement. Donc, là, vous touchez du doigt le vrai problème. C'est que nous avons des oppositions qui articulent mal les termes de l'équation politique.
Et du coup, la CEDEAO se retrouve toujours à vouloir jouer, disons, l'équilibre minimaliste. Le minimalisme, c'est, bon, ok, dans un premier temps, on va sauvegarder les institutions existantes. Et après, on verra. Et une fois qu'on est parvenu à ça, on dit la CEDEAO a trouvé une solution. Non, la crise n'est pas terminée parce que les acteurs de la crise ont décidé de différer les débats et la discussion. Mais la solution définitive n'est pas trouvée. À l'intérieur des États aussi, on a de plus en plus l'impression comme si il est difficile entre acteurs de parlementer et qu'on veut déverser ce rôle sur la CEDEAO. Elle ne viendra pas faire le Parlement à la place de ceux qui doivent le faire. Les acteurs politiques doivent avoir... Alors, c'est là une autre donnée du problème. Est-ce que nous avons des hommes d'État ou est-ce que nous avons uniquement des chefs de parti et des hommes politiques ambitieux? C'est toute la différence. Et nous n'avons quasiment pas de crise en Afrique, pas de crise institutionnelle en Afrique. Nous n'avons que des crises suscitées par des hommes politiques qui ont des ambitions qui se contrecarrent. C'est souvent ça. Sinon, nos institutions telles qu'elles sont, elles peuvent fonctionner pendant 100 ans encore. Elles ont des imperfections. On peut ensemble essayer de les corriger au fur et à mesure de l'exercice. Quand on les met à l'épreuve des faits et du temps, on se rend compte parfois de leur obsolescence, parfois de leur inefficience par rapport à des contingences. Et à ce moment-là, dans la conjoncture politique, on décide de porter un amendement. Oui, on peut faire ça tout le temps. Mais dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'en va, il faut changer de fond en comble la constitution précédente et décréter qu'on est dans une nouvelle république, etc., tout ça nous fait reculer à chaque fois. C'est la nouvelle trouvaille. Mais oui, exactement. Alors, vous savez, écoutez, on me dit, oui, mais bon, nous sommes légalistes. Vous savez qu'au nom de la loi, on peut décider que les gens qui sont gauchistes n'ont pas droit à certains emplois. Si la loi le décide, c'est ce qui va être applicable. Est-ce que c'est convenable ? Est-ce qu'on peut être légaliste en procédant de la sorte et en éliminant des gens du champ de l'expression politique? Mais au nom de la loi, on le fait tous les jours. Donc vous comprenez que quand le pouvoir joue le légalisme à son avantage, on n'est pas dans une démocratie effective. C'est tout ce que je dis. Autre pays où la CEDEAO va peut-être devoir intervenir, c'est la Côte d'Ivoire, parce que là également, les tensions sont perspectives. Les jeunes des partis politiques de l'opposition étaient réunis mardi 11 août au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Cocody face à la presse. Ces jeunes issus de PDCI, de Bédi et du FPI, de Gbagbo ou Rien, également de COGEP, de Blé Goudé, du GPS de Guillaume Soro, ainsi que d'autres formations, ont affirmé qu'ils comptent soutenir la marche de la société civile le jeudi 13 août, marche donc organisée pour dire non à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Mais tout ça, il faut, j'allais dire, féliciter ces jeunes qui décident de dire non à ce qu'ils considèrent comme une forfaiture politique. Enfin, féliciter, tout dépend. Hein. Bon, ils ont des raisons de protester. Leur protestation a du sens, elle est même légitime à certains égards. Bon, maintenant, c'est la façon dont ils vont s'y prendre que nous aurons à observer. Bon. Et si tout cela doit dégénérer dans des violences qui vont amener comme seule réponse la répression aggravée ou endurcie, je ne pense pas qu'on aura fait une bonne chose. Mais ils ont de bonnes raisons légitimes de protester contre ce mandat. Mais là encore, on va vous dire, c'est la Constitution. Et tout dépend de quel point de vue on lit la Constitution. C'est tout le problème de la légitimité et de la neutralité du juge constitutionnel. Vous voyez, et quand on a déjà à l'œuvre un juge constitutionnel qui est suspect de partialité, alors les jeux sont faussés. Et c'est tout cela qui fait le lit de la crise à venir. Et c'est comme ça qu'on pose les jalons pour des débouchés sanglants. Vous voyez, à chaque fois en Afrique, il faudrait qu'on arrive à trouver des formules. J'ai toujours dit, et tout à l'heure vous me parliez de la CEDEAO, j'ai toujours dit que la CEDEAO gagnerait à
organiser autrement ces modes de fonctionnement pour que même elle soit l'arbitre des élections. Moi, Togolais, je n'aurais aucune gêne à ce que la CEDEAO envoie des unités qu'on va constituer et comment dire, légitimées d'une façon ou d'une autre, qui sont chargées de surveiller et de contrôler nos élections. Si c'est un juge de la CEDEAO qui est présent au moment où on fait les élections et qui va dire si le scrutin est transparent, crédible et ouvert, on évitera la crise. Voyez ? Mais là-bas, on ne les voit pas. Ils nous laissent nous-mêmes nous dépêtrer de nos affaires et après ils viennent dire on vient vous parler individuellement ou collectivement pour vous demander de vous calmer. Si la CEI, mission électorale dite indépendante de Côte d'Ivoire, était suspecte enfin n'était pas suspecte d'impartialité, beaucoup de choses ne devraient pas se produire à présent. On n'aurait pas éliminé certaines personnes de certaines listes électorales. Bon, donc, ce contentieux est actuellement pendant. D'accord, je ne veux pas faire de procès d'intention. Mais tout indique que la solution est déjà connue. Pourquoi la CEDEAO n'organiserait pas ces instances de façon à ce que, dans des pays en crise, ou dans tous les pays, on peut systématiser, dans tous les pays, le juge des élections est un juge communautaire et impartial. C'est-à-dire que ce sont des juges qualifiés qui sont payés par la CEDEAO et qui viennent juger de nos élections et qui sont tirés au sort et qui n'appartiennent pas au pays dans lequel le scrutin a lieu. Si on faisait cela, vous ne pensez pas que beaucoup de crises électorales seraient réglées ? Mais on vous répondrait aussi que... C'est une question de souveraineté. Non, pas forcément, mais peut-être ces juges qui n'ont rien à voir avec le pays où les élections sont organisées sont les plus corruptibles parce que en même temps, ils peuvent se dire... alors, eux sont corruptibles et les juges locaux, eux, sont exempts de tout. Mais les autres, on peut dire, quand on lui tend une mallette pleine de billets, il va se dire, bon, de toute façon, c'est pas mon pays, alors, je les laisse se démerder. Cher ami, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, écoutez, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un entende le bon sens qu'abritent mes propos. Écoutez, si on désignait des juges qualifiés au niveau communautaire et que au moment des élections, on les tirait au sort et que au moment même de prendre leur charge et de siéger, ils ne savaient pas qui allait siéger. Est-ce qu'on va corrompre tout le collège en même temps ? On s'y prendrait autrement et ce serait plus difficile. Oui. Comme on fait devant dans la constitution des cours d'assises en désignant des jurys populaires tirés au sort. Donc, sauf à corrompre tout le monde en amont, ce qui est toujours possible, parce que le génie humain, quand il s'agit de faire du mal, n'a pas de limite. Mais quand même, on aura beaucoup plus de mal. Et à ce moment-là, si tu as pris, sous l'œil d'un autre collègue qui sait que tu as pris, ta position serait un peu plus difficile. Et que ce soit des juges convenablement payés et dont l'autorité est respectée. Je pense qu'on éviterait énormément de crises électorales en Afrique francophone. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, en tout cas, vous l'avez si bien rappelé, tout dépend de quel côté se mettent les juges pour lire la Constitution. Oui. Sinon, tout le monde voit de façon flagrante que le troisième mandat d'Alassane Ouattara est anticonstitutionnel. Parce qu'il y a un article 183 qui... en principe, qui a été même cité il y a quelques mois par un de ses conseillers pour dire que ça l'empêche d'être candidat. Mon cher ami, vous le dites, mais allez chercher ce conseiller aujourd'hui. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il s'est trouvé des gens d'une intelligence prodigieuse, des juristes de très haut calibre, pour dire non, attention, il n'y a pas de raison, on met à néant les deux mandats, on reprend à nouveau. Oui. C'est des juristes qui le disent. Parmi les plus gradés, hein. C'est pas des élèves de première année de droit constitutionnel qui le disent. Non, c'est des professeurs agrégés de droit. Alors, avec cela, vous voulez qu'on fasse comment ? Voilà. Donc, suivant l'agenda politique, suivant ses sensibilités, on lit la Constitution à l'avantage ou au détriment d'une partie ou d'une autre. Voyez ? Et c'est ça. Bon, si vous voulez, c'est toujours le problème. Hein. Les juges, quand ils jugent collégialement, il arrive que pour aboutir à une décision, il y ait des opinions dissendantes. Oui.
c'est bien la preuve que il y a plusieurs manières de lire un texte de loi. Si on fait une lecture ad litteram, effectivement, on va trouver que oui ou non, le troisième mandat est illégitime, inconstitutionnel, illégal, tout ce qu'on veut. Bon, si on fait une lecture herméneutique des textes, il s'agit de voir dans quel esprit les textes ont été édictés, et à ce moment-là, on s'attache davantage à l'esprit qu'à la lettre. Et on peut trouver que non, ce texte-là ne correspond pas au vouloir de ceux qui l'ont édicté, et à ce moment-là dire que c'est inconstitutionnel. On ne mourra pas pour avoir dit cela. Il est peut-être possible qu'il y ait en Côte d'Ivoire un juge aussi courageux que le juge kenyan ou que le juge du Malawi. On peut l'espérer tout le temps. Et il faut l'espérer toujours. Il faut l'espérer. Je voudrais que tous les juges constitutionnels africains soient les émules des juges malawites et des juges kenyans, qui ont le courage de dire au président: l'élection qui a été proclamée n'est pas conforme à notre loi fondamentale et nous allons l'annuler, vous allez reprendre. Et accepter que le président sortant perde la deuxième fois alors que la première fois il était porté gagnant. Oui. Ça, c'est une prouesse extraordinaire. Vous voyez, l'Afrique change. Il y a du bon en Afrique aussi, en matière électorale. Il faut en prendre exemple. En même temps, l'opposition aussi peut, au lieu de dire chaque fois non au troisième mandat ou au quatrième mandat dans certains pays, s'organiser pour faire vivre à ces présidents sortant des défaites cuisantes. J'ai encore en mémoire Maître Abdoulaye Wade. Bon, voyez-vous, c'est ça. Ça aussi, c'est le travail que nos oppositions doivent faire. Et quand nos oppositions se comportent à chaque fois... écoutez... Au Togo, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue pour Edem Kodjo. En 1993, c'est l'opposition des égaux qui a fait qu'il n'y a pas eu alternance. Le monde entier est unanime pour dire que c'était l'occasion manquée pour avoir une alternance au Togo. C'était l'occasion manquée. Voyez ? Et c'est ça. C'est que, non, puisque c'est toi, je préfère qu'on perde tous plutôt que de te laisser y aller. Si ce n'est pas moi, alors le pouvoir en place peut durer 100 ans, c'est pas grave. Et on a des opposants archaïques, radicaux, historiques, qui sortent à chaque fois de la naphtaline pour dire non à toute évolution. Voilà l'autre problème que nous avons. Être opposant en soi n'est pas une vertu. C'est pas une qualité, c'est pas un boulot. C'est pas un boulot. Il faut savoir à quoi on s'oppose et pourquoi on s'oppose. Troisième et dernier sujet, les États-Unis. Un vent d'inquiétude a brièvement soufflé lundi sur la conférence de presse quotidienne de Donald Trump quand le président des États-Unis a été prestement escorté loin de son pupitre et mis à l'abri par sa garde rapprochée à la suite d'un incident à l'extérieur de la Maison-Blanche. La police a tiré sur un individu. C'est ce qu'a expliqué Donald Trump à son retour devant les journalistes après quelques minutes d'interruption. La scène s'est passée donc à l'extérieur des barrières de la Maison-Blanche. Ça arrive à Donald Trump. Je me rappelle, la partie qui m'a fait rire, c'est quand un journaliste lui a demandé est-ce que ce qui s'est passé vous a secoué? Quand il est revenu, il répond: est-ce que j'ai l'air secoué? Il est inénarrable, ce Donald Trump. Mais de temps en temps, il nous fait rire quand même. Bon, écoutez, oui, vous savez, la Maison-Blanche est quand même l'une des institutions les mieux protégées au monde. Et personne ne sait si véritablement les coups de feu qui ont été tirés ont quelque chose à voir avec la sécurité de M. Trump. Il faut être complet. Il est interdit de porter une arme dans un périmètre donné, qui est un périmètre sécurisé. C'est vrai. Bon, si vous le faites, c'est une infraction, c'est criminel et vous serez nécessairement traduit en justice. Et il y a de fortes chances que vous soyez condamné. Bon, Monsieur Trump nous a habitués à des rodomontades. Bon, c'est même pas mal, même pas peur. C'est l'enfant qui se cache sous le lit et qui dit j'ai même pas peur. mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, il a lui-même
dans la façon dont il s'exprime, dans ce qu'il dit et dans son comportement politique, de quoi susciter de l'animosité. Et on n'est pas étonné que des gens aient envie de le descendre. On ne le souhaite pas. Ce serait un attentat politique. Non, on ne le souhaitera jamais. Mais quelque part, il provoque un peu ça. Oui, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné sous les balles de quelqu'un qui n'a pas eu le temps de dire exactement quels étaient ses motifs. On n'a jamais élucidé la mort de John Fitzgerald Kennedy. Un autre furieux, activiste, peut s'en prendre à M. Trump pour des raisons qu'il aura à exprimer ou pas. On ne sait pas. Mais bon, c'est vrai que la fonction expose dans tous les pays du monde. La fonction expose. Et on a quelques présidents qui ont... ils ont une telle popularité qu'ils peuvent descendre tout seuls au marché, marcher dans la rue, aller à vélo sans crainte pour leur sécurité. Mais ils sont rares. Et même quand ils le font, ils donnent des sueurs froides à leur service de sécurité. Bon, Monsieur Trump, effectivement, il n'a pas beaucoup de choses à craindre. Mais un peu comme tout le monde, vous savez, il y a des morts idiotes. Vous voulez traverser la rue, vous êtes renversé par un bus ou une moto, un vélo. Bon, ça peut arriver à tout le monde, mais un chef d'État, il est normal qu'il soit assuré, en tout cas, d'un minimum de sécurité qui le protège de la vindicte peut-être individuelle ou organisée de gens qui en veulent à son pouvoir, qui n'ont pas voté pour lui, qui le détestent. Ah oui, vous savez, dès que vous êtes élu et que on est dans un système majoritaire, c'est 50 plus 1. Oui. Donc les 49,9, eux, ils sont la minorité et potentiellement, ils peuvent vous en vouloir. Donc on a raison de vous protéger et je suis content que cet incident n'ait pas ébranlé Monsieur Trump. Maître Sousa, merci d'être passé. Voilà, la pause et regard croisé après le journal.